L'Université de Tchang, en partenariat avec l'association dénommée la Scène littéraire, est heureuse d'accueillir cette journée de café-conférence autour du thème « Prévention des crises sociopolitiques et des dérives génocidaires à la lumière de Morambi, le livre des ossements de Boubacar Boris Diop, prix littéraire New Star ». Et j'avoue que dès que j'ai pris fonction, j'ai été agréablement surprise de recevoir un exemplaire de cet ouvrage. Je me suis dit, mais mon Dieu, quelle coïncidence. Et c'est après, lorsque j'ai rencontré mon vieux collègue et ami Alain Cyril, c'est après qu'il m'a expliqué et qu'il m'a dit que nous avions gracieusement reçu beaucoup d'exemplaires pour justement préparer cette rencontre. Donc, cet ouvrage devrait normalement être désormais un ouvrage qui vous est familier. Il s'agit en effet du fruit d'un processus collaboratif qui est parti de l'intérêt de la Fondation internationale La Scène littéraire, ayant accordé au dynamisme des activités liées aux sciences de la littérature menées à l'Université de Tchang. La structure avait alors fait distribuer gracieusement à toute la communauté universitaire une quantité importante de l'ouvrage. Et cet ouvrage, faut-il le rappeler, est publié aux éditions Flore Zoa, basé en Suisse et qui est considéré pour certaines instances comme l'un des meilleurs textes écrits au XXe siècle. Un appel à communication avait été lancé, sollicitant des écrivains, chercheurs, enseignants et autres personnalités intéressées par la problématique de la prévention des crises sociopolitiques et des dérives génocidaires de se procurer le corpus au campus A auprès du professeur Pangom et de proposer une communication à l'échéance du 31 octobre 2025. Comme on peut le constater, une douzaine de communications ont été retenues dans le programme de la présente séance d'échange. L'Université de Tchang, par ma voix, adresse ses sincères remerciements à la Fondation La Scène littéraire pour ses nobles manifestations d'intérêt et ses mémorables œuvres. Une fois de plus, vivement merci et de vive voix. Tout en étant très sensible à cette marque de sollicitude particulière, nous vous encourageons à toujours nous accompagner dans notre mission de formation de la jeunesse et d'organisation des réflexions avant-gardistes sur les préoccupations contemporaines de l'humanité. En retour, nous vous donnons ici la garantie de toujours accorder une attention institutionnelle tout à fait particulière à vos initiatives, selon l'esprit de la dynamique collective si cher à Monsieur le recteur de l'Université de Tchang. Pour revenir à la journée d'études à proprement parler, baptisée volontiers café-conférence, il s'agit ici d'une innovation dans le format de la conception de l'événement. Comme vous le savez, un café littéraire est une salle servant de rencontre à des artistes, des écrivains, des éditeurs, des enseignants-chercheurs et tout autre amoureux de belles lettres et du cogito ergo sum. La conférence, quant à elle, est une réunion intellectuelle au cours de laquelle plusieurs personnes, dans la posture de conférencier, présentent des exposés structurés sur une question précise, à l'effet non seulement de partager des connaissances, mais aussi et surtout de susciter le débat, de former et ou de sensibiliser l'auditoire. Je souhaite me limiter uniquement au sens académique ou scientifique du terme, car au sens diplomatique et politique, ce terme revêt d'autres acceptions. Nous avons donc voulu que la présente journée d'études nous rassemble ici, comme dans un café littéraire, où l'on rencontre des artistes, des écrivains, des scientifiques, comme une conférence où plusieurs personnes discutent d'une question à la fois scientifique, culturelle, politique, des préoccupations majeures.
Le sujet est en effet au cœur de notre café. Le sujet qui est en effet au cœur de notre café littéraire est davantage pertinent. Au regard de l'atmosphère anxiogène et chrysogène qui caractérise les contextes électoraux et post-électoraux à travers le monde en général et l'Afrique en particulier. Comme le disait l'ancien président des États-Unis, Eleanor Roosevelt, Big mind discuss ideas, average mind discuss events, small mind discuss people. À l'instar des grands esprits, nous sommes ici pour discuter des idées et non des événements, encore moins des personnes. On le sait, les commémorations publiques des désastres extrêmes sont des rites toujours poignants, d'abord pour les survivants, témoins de ces atrocités, et pour tout autre individu qui porte encore en lui ce que Montaigne avait qualifié la forme entière de l'humaine condition. Généralement, les organisateurs des cérémonies commémoratives mettent en scène un travail de deuil collectif et une histoire officielle de la tragédie. Une histoire comparée de ces commémorations montre comment les autorités instrumentalisent parfois les formes et les messages des cérémonies au gré de leurs projets politiques. La politique de la mémoire mise en chantier par le gouvernement rwandais après les massacres de 1994 n'avait pas été simple. D'abord par l'aspect paradoxal des objectifs assignés, tels que la restauration d'une vie sociale et la nécessité d'empêcher l'impunité, ou l'entreprise d'un deuil collectif et l'internationalisation de la mémoire du génocide de façon à l'inscrire dans une autre écriture de l'histoire. À ce sujet, le texte de Catherine Cocchio, à la différence des nombreux ouvrages parus sur le cas du Rwanda, s'était donné comme objet d'analyse les récits d'avant le génocide et récits d'après le génocide. L'analyste avait alors relevé une contradiction entre texte de témoignage et texte de littérature. Contradiction qui se situe d'abord au niveau de l'intention littéraire. Dans un pays qui n'avait pas développé une culture écrite, encore moins une culture littéraire. Autrement dit, le travail de reconstitution de l'imaginaire racial à travers les ensembles de textes procède d'une entreprise visant à lever l'impensé. La force du livre de Catherine Cocchio repose certainement sur le démontage de la mécanique discursive propre à l'idéologie civilisatrice qui a conduit au génocide, mais également sur la mise en relief du prolongement d'une construction du réel à travers le filtre occidental envers et contre la réalité des faits historiques. Il ne faut surtout jamais négliger les signes avant-coureurs dont l'identification repose sur l'analyse des processus sociaux, politiques et discursifs qui visent à exclure un groupe spécifique. L'ONU souligne d'ailleurs que les technologies numériques et l'intelligence artificielle amplifient ces processus. Il s'agit ainsi de surveiller certains indicateurs, car le passage à la violence commence souvent par les mots. Il y a alors une polarisation du discours sur la haine et la déshumanisation. La classification et la symbolisation précèdent cette déshumanisation. On divise la société entre nous et eux, parfois marquée par des symboles obligatoires ou des étiquettes stigmatisantes. On utilise des termes comparant un groupe à des animaux, à des insectes ou des maladies pour justifier les violences futures. Un discours de haine se met en place dans une incitation à la violence fondée sur la race, l'ethnie ou la religion. Il faut également identifier les signes institutionnels et politiques. Il y a dès lors une discrimination systématique pour l'adoption de lois excluant certains groupes des droits civiques
de la citoyenneté ou de l'accès aux ressources. Comme le génocide est toujours un acte planifié, impliquant souvent le recrutement et l'entraînement de groupes paramilitaires par l'État ou des élites, on verra l'organisation de milices. Lorsque le système judiciaire cultive l'impunité ou l'absence de justice, ne poursuit pas les auteurs des crimes de haine, cela encourage parfois l'escalade. À l'approche d'un passage à l'acte génocidaire, les signes deviennent plus matériels. Puisque nous sommes sur le cas du Rwanda, il avait été constaté qu'au Rwanda, les quincailleries se vidaient de machettes. Sans qu'on ne comprenne trop pourquoi. C'est donc par la suite qu'on a compris que c'était un génocide vraiment planifié et à quoi devaient servir ces machettes. On a alors l'identification et le fichage par l'établissement de listes de noms. Souvenez-vous par exemple, pour ceux qui ont une bonne culture, la liste de Schindler dans la Shoah, ou le marquage des habitations des cibles. Au-delà de la persécution, dans la crise imminente, on peut assister à la restriction des besoins fondamentaux, notamment l'obstruction délibérée de l'aide humanitaire ou la destruction des moyens de subsistance, nourriture, accès aux soins de santé par exemple. Les déplacements forcés adviennent avec les transferts de population ou la séparation forcée des familles. Dans les facteurs de risque contextuels, certaines situations rendent un pays plus vulnérable. Les atrocités de masse surviennent le plus souvent dans ces contextes. C'est souvent le cas pour l'état de guerre ou de conflit armé. C'est aussi le cas avec l'idéologie d'exclusion, lorsqu'il y a prise de pouvoir par des élites prônant une pureté identitaire, soi-disant, ou le danger supposé d'une minorité. Le génocide est, pour ainsi dire, un processus graduel et les Nations Unies utilisent ce cas d'analyse pour détecter des signes avant-coureurs. Entre autres signes avant-coureurs, je peux citer 3. La déshumanisation et le discours de haine. En fait, l'usage des termes comparant des groupes à des animaux ou des nuisibles est un indicateur très critique. En 2025, par exemple, la lutte se concentre sur les discours de haine en ligne. Vous qui êtes toujours accrochés aux réseaux sociaux, personne de vous ne me démentira. Et la désinformation qui déstabilise la cohésion sociale. Donc, le deuxième signe avant-coureur peut être la polarisation sociale, l'identification de nous contre eux par le biais de propagande et d'actes de discrimination systématique. Un autre signe avant-coureur, la préparation et l'armement. À ce niveau, des gens pensent déjà à la création de milices ou au stockage d'armes ciblant des groupes spécifiques. On le voit, la prévention des crises sociopolitiques repose sur une approche multidimensionnelle visant à identifier et à traiter les causes profondes des tensions avant qu'elles ne dégénèrent en conflit. La prévention des dérives génocidaires repose en outre sur l'identification précoce des facteurs de risque et l'engagement des États envers leur population. Le caractère pluridisciplinaire des profils des intervenants présents dans la salle rend riche le contenu des communications, ainsi que les solutions qui pourront émaner de la séance. Lors de la présente assise, il faudra garder présent à l'esprit les piliers essentiels de la prévention, notamment les mécanismes d'alerte précoce, à travers la surveillance des indicateurs et la médiation communautaire. On pourra utiliser des outils d'analyse de données pour détecter les discours de haine, la polarisation sur les réseaux sociaux et les mouvements de protestation émergents. On pourra aussi soutenir les chefs traditionnels, religieux et les organisations locales pour résoudre les conflits fonciers ou identitaires à l'échelle micro
Un autre pilier non moins essentiel est l'éducation et la cohésion sociale. À travers la culture de la paix et la liberté de la presse, on pourra intégrer l'éducation civique et la gestion pacifique des conflits dans les programmes scolaires. Par ailleurs, encourager un journalisme responsable qui informe sans inciter à la haine ou à la division. La gouvernance inclusive et l'état de droit, par le renforcement des institutions, est aussi un pilier à observer. Car la lutte contre la corruption et le dialogue politique permanent contribuent, à n'en point douter, à désamorcer ce qu'on peut appeler des bombes. Il s'agit de garantir l'indépendance de la justice et la transparence des processus électoraux pour éviter des contestations de légitimité, réduire les inégalités d'accès aux ressources publiques qui alimentent souvent le ressentiment populaire, créer des cadres de concertation entre le pouvoir, l'opposition et la société civile pour désamorcer des impasses. Et enfin, on peut penser aussi à l'équité économique et à la justice sociale à travers la réduction des disparités, l'emploi des jeunes, l'accès aux services de base. Cela suppose de mettre en place des politiques de rétribution pour limiter l'écart entre l'élite et la population, vulnérable notamment. L'oisiveté de la jeunesse étant un moteur de révolte, l'insertion professionnelle est un levier de stabilité majeure et finalement assure une distribution équitable des besoins basiques et fondamentaux. Je pense notamment à l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'accès à la santé, à l'éducation. Pour l'Organisation des Nations Unies, chaque État a la responsabilité première de protéger sa population contre le génocide et les crimes contre l'humanité. Et si un État échoue ou commet lui-même ces crimes, la communauté internationale doit intervenir par la diplomatie et la médiation pour prévenir l'escalade des différents locaux, par la sanction par exemple ou des mesures juridiques. Je pense notamment à la CIG, la Cour internationale de justice, à la CPI, la Cour pénale internationale. La Convention sur le génocide reste un pilier juridique mondial. Elle définit le génocide par l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux via certains actes, incluant le meurtre, l'atteinte grave à l'intégrité ou la soumission à des conditions de vie dégradantes. Par la justice transitionnelle, elle soutient le processus de réconciliation et de vérité après des conflits, afin d'éviter les cycles de vengeance. Car si nos gouvernants, si les États ne sont pas suffisamment vigilants, un devoir de mémoire peut déboucher un désir de vengeance, et ainsi on se retrouve à un cycle infernal. La justice transitionnelle, qui soutient les processus de réconciliation et de vérité après des conflits afin d'éviter les cycles de vengeance, comme je viens de le dire. En effet, la journée internationale de commémoration qui se célèbre chaque 9 décembre sert de rappel pour promouvoir la dignité des victimes et renforcer la vigilance citoyenne. Afin d'exercer la pression internationale, des commissions d'enquête de l'ONU continuent, par exemple, de documenter des situations de crise, comme à Gaza, pour qualifier juridiquement les actes et exiger les arrêts d'hostilité. Cette problématique, au cœur de l'agenda international, face à la recrudescence des atrocités de masse, donne la possibilité à la journée internationale de commémoration des victimes du crime de génocide d'affirmer leur dignité
et de prévenir ces crimes. Cette date anniversaire revêt une importance particulière, surtout pour sa signification historique. Elle célèbre à l'occasion l'adoption le 9 décembre 1948 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Le premier traité relatif aux droits de l'homme adopté par l'Assemblée générale des Nations unies établit officiellement en 2015 par la résolution 69/323 de l'ONU visant à sensibiliser le public à la Convention et à honorer les victimes. Une session spéciale s'est d'ailleurs tenue au siège des Nations unies à New York le 9 décembre dernier, réunissant le Conseil spécial pour la prévention du génocide et les États membres à l'effet de réaffirmer l'engagement mondial. L'accent a été mis sur la responsabilité des États à protéger leur population contre les atrocités de masse et sur l'importance de la justice internationale. Les messages officiels ont souligné la nécessité de contrer les discours de haine et l'augmentation des risques de violences identitaires à travers le monde. Il est important de noter que le 9 décembre coïncide également avec d'autres célébrations internationales et nationales, comme par exemple celle de la lutte contre la corruption, dont le thème de l'année 2025 portait sur l'engagement des jeunes pour l'intégrité. Dans un contexte post- et même préélectoral, la prévention des dérives socio-politiques et des génocides nécessite une combinaison d'un certain nombre de dispositions. Les leçons tirées du génocide rwandais de 1994 soulignent l'importance cruciale de l'inclusion ethnique et raciale dans toutes les structures de gouvernance. Lire l'ouvrage intitulé Murambi, le livre des ossements de Boubacar Boris Diop, se situe en effet dans le sillage et le prolongement d'une telle considération. Les événements commémoratifs du génocide rwandais avaient déjà suscité l'organisation au Rwanda par l'association française Fest Africa, Arts et Médias d'Afrique, des résidences d'auteurs et d'artistes africains autour de la prise de conscience du devoir de mémoire du génocide rwandais, dont les productions ont donné lieu à des rencontres au Rwanda et en France, et à des créations et publications en tout genre, y compris celle de Boubacar Boris Diop qui nous réunit et que nous. Mais en quoi la représentation romanesque de Boubacar Boris Diop sur le génocide rwandais aide-t-elle dans la prévention des crises sociopolitiques et des dérives génocidaires dans l'actualité nationale et internationale? Ce serait négliger le poids des discours de haine avant et pendant un génocide, les problèmes de justice punitive et rétributive après les crimes perpétrés. Ce serait également perdre de vue la force des témoignages et l'archéologie des discours sur ce génocide historique aussi marquant que celui de la Shoah, c'est-à-dire le génocide des Juifs par les nazis en Europe. De plus, si l'on cède au déni des génocides passés, ces antécédents historiques constituent subséquemment un signe de récidive potentielle. L'écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop a reçu le prestigieux prix international de littérature New Start en 2022 pour son roman Murambi, le livre des ossements. Souvent qualifié de Nobel américain, ce prix est l'une des distinctions littéraires les plus importantes au monde. Diop est le deuxième auteur africain à le remporter, après Mia Couto en 2014. En 2025, alors que le prix continue de distinguer des auteurs d'exception, la lauréate 2024 étant Ananda Devi. Le sacre de Boubacar Boris Diop demeure une étape historique pour la littérature francophone et africaine. Ce roman
est une œuvre majeure sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Il suit le retour de Cornelius, un Rwandais exilé, qui découvre l'implication de son propre père dans les massacres. Chers collègues, éminents conférenciers, distingués invités, chers étudiants, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit précédemment, le livre a été écrit dans le cadre du projet collectif Rwanda, écrit par Devoir de mémoire, visant à rompre le silence des écrivains africains face au génocide. En effet, par plusieurs mécanismes fondamentaux, la littérature joue un rôle de rempart